Nombreuses sont les dissuasions d'entrer dans la nuit. Pourtant, Michael Fossel, dans son ouvrage La nuit, vivre sans témoin paru en 2017, nous explique que consentir à devenir hibou, habitant de la nuit, c'est se soumettre à des expériences qu'elle seule rend possibles. La nuit est pensée par l'auteur comme une négation du jour plutôt qu'une privation. Elle est une nouvelle approche sensorielle du monde, dont les implications politiques sont multiples. Michael Fossel nous invite à se questionner sur la manière dont la nuit remet en cause le système politique du jour. Alors, quels sont les usages politiques de la nuit ? Les expériences nocturnes parviennent-elles à dépasser les logiques de rationalité diurne ? Quel rapport la nuit et la démocratie entretiennent-elles ? Comment envisager l'avenir de la nuit ? Lorsque l'obscurité envahit le jour, nos sens sont bouleversés. La vue, privée de ses capacités, donne le relais à l'ouïe, au toucher, à l'odorat. De qualité inférieure à celle du jour, les perceptions sensibles nocturnes troublent notre entendement du monde. La nuit empêche toute certitude à l'égard des sons, des formes ou des matières rencontrées. Un craquement nous tétanise, une silhouette difforme nous coupe la respiration. Notre corps est soumis aux règles de la nuit. Il se laisse emporter par son imaginaire. Cette confusion sensible, ces altérations perceptives sont dépourvues de raison et d'anticipation. Ce n'est qu'au matin que nous tentons de lier l'expérience nocturne à un ordre rationnel. La nuit, c'est l'indifférence à la prévoyance, à laquelle on consent malgré son potentiel danger. Donc une expérience nocturne, c'est une expérience qui réclame un type de vigilance particulier qui n'est plus fondé sur la vision, qui est plutôt fondé sur l'ouïe ou sur le toucher, et qui donc de ce point de vue-là alterne un petit peu avec l'expérience du jour qui, elle, en revanche, est favorable au regard, à la distance, à la vision, à la prévision, au calcul. Et donc je dirais qu'une expérience nocturne, en tout cas une expérience nocturne réussie, c'est une expérience de l'incalculable. Se plonger dans la nuit, c'est pouvoir approcher le sublime. Dans son ouvrage « Observation sur le beau et le sublime », Kant associe la nuit au sublime et le jour au beau. Le beau, c'est l'harmonie des formes qui épouse nos facultés humaines. Le sublime s'inscrit au-delà. Ce sont les événements naturels qui outrepassent les dimensions humaines et nous rappellent notre petitesse. Le sublime, c'est l'inadéquation du corps humain face à l'immensité de la nature. La nuit relève du domaine du sublime, car elle nous invite par sa démesure à la perte de maîtrise, au dépassement de la raison et de l'attendu. La nuit est une découverte de ce qui nous est extérieur, de ce qui va au-delà de l'entendement, de l'explicable. Un ciel étoilé infini nous confronte à notre finitude et aux limites de nos connaissances. La nuit échappe au langage des sciences et nous force à retrouver notre incompréhension juvénile, enfantine, où la connaissance sensorielle précède le savoir académique. Pour faire l'expérience du sublime, il faut accepter la méconnaissance des objets qui nous entourent. Dans la tradition biblique, la nuit est pensée dans sa succession éternelle avec le jour. Si le temps d'obscurité a dans la Bible une connotation négative car c'est un temps d'épreuve, elle est aussi un temps privilégié d'espérance car le veilleur sait que la noirceur fera toujours place à la lumière. C'est pourquoi la nuit est une période où se jouent des événements marquants de l'histoire du salut. Cette conception cyclique de la temporalité jour-nuit est tout aussi présente dans la Grèce antique. La nuit est personnifiée par une femme, la déesse Nyx. Cette dernière n'a pas de description précise et est presque uniquement représentée en opposition au dieu du soleil, Hélios, ou à la déesse de l'aurore, Éos. Nyx donne naissance à Héméra, la déesse de la lumière, et à Épiphron, dieu de la prudence, ainsi qu'aux frères jumeaux Thanatos, dieu de la mort, et Hypnos, dieu du sommeil. Naissent également Éris, déesse de la discorde, et Némésis, déesse de la vengeance. Cette généalogie en dit long sur le rapport des populations grecques à la nuit. Jusque récemment, l'obscurité était un temps d'arrêt obligatoire pour l'activité humaine. La nuit se mêle à la peur ancestrale du noir, à l'angoisse du vide et du silence, et plus généralement au côté obscur des choses, les ténèbres, le chaos ou les enfers. La nuit, associée au sommeil, est aussi un temps d'immobilité, d'absence d'événements et de connaissances. L'imaginaire collectif a fait du Moyen-Âge une période sombre de l'histoire, une longue nuit de somnolence. Au contraire, le siècle des Lumières est assimilé à l'éveil des consciences et à la sortie des ténèbres de l'obscurantisme. L'opposition dialectique entre le clair et l'obscur est donc intrinsèquement liée à la dualité entre le savoir et l'ignorance, le bien et le mal, la caverne platonicienne et le réel. La littérature romantique du XIXe siècle a réhabilité la nuit pour l'explorer avec une sensibilité nouvelle et valoriser le mystère des ténèbres jugé supérieur à la lucidité diurne. Michael Fossel explique l'ambivalence des rapports entre le pouvoir politique et la nuit.
Si le politique préfère le jour pour sa transparence, la facilité à y gouverner et à marquer les esprits, la nuit demeure son allié lorsqu'il s'agit d'y camoufler les conduites honteuses qu'il cherche à faire oublier. Mais la nuit peut tout aussi bien être un lieu de résistance contre l'ordre établi. Michael Fossel montre que mai 68 est l'éclatement en plein jour de paroles habituellement échangées la nuit parmi les étudiants et les prolétaires. Il raconte aussi l'expérience nocturne des Nuits debout de 2016. Sur la place de la République, un certain nombre d'autres centres-villes, des individus avaient décidé de non seulement de ne pas se rentrer chez eux après la manifestation, de rester sur place, mais de rester debout la nuit. C'est-à-dire d'utiliser un temps social qui est un temps en général dévolu au repos, à la reconstitution de la force de travail, de l'utiliser pour échanger, pour dialoguer, pour parfois d'ailleurs entrer dans des controverses, pour aussi, c'est ça qui fait que la nuit politique est intéressante, pour aussi bien boire, faire la fête, faire l'amour, en tous les cas pour être à la frontière, je dirais, de la politique comme délibération et de la vie comme qualité sensible. Chez Michael Fossel, la nuit remet en question les logiques capitalistes du jour. L'obscurité bouscule les hiérarchies esthétiques car le sublime redéfinit les canons de beauté diurne. Il laisse place à des nuances qui ne reposent pas sur l'harmonie des traits, mais sur l'inattendu et la surprise. La beauté nocturne est imprévisible. En cela, elle résiste aux logiques de classification du jour capitaliste. La nuit est le refuge de l'anticonformisme. Accéder au sublime demande de se défaire du savoir rationnel pour apprécier la nuit dans ce qu'elle a d'imprédictible. Pour cela, il faut s'aventurer avec une sincérité et une curiosité qui ne relèvent pas d'une évaluation des coûts et bénéfices. La sensibilité nocturne ne laisse pas de place à la recherche rationnelle de l'intérêt. Elle refuse toute logique calculatoire du jour. La nuit a le pouvoir politique de montrer que le capitalisme n'a pas envahi l'entièreté des expériences humaines. Elle est l'affirmation que d'autres modèles de société sont possibles. La nuit agit comme un acte de résistance et de déconstruction des normes diurnes de calcul. Elle est une expérience intimement libertaire et émancipatrice des injonctions capitalistes du jour. L'obscurité, c'est l'absence de témoins. L'anonymat de la nuit permet une libre expérimentation de nos identités sociales. Elle permet le mensonge. À l'abri des jugements du jour, les différences se rencontrent de manière pacifiée. La nuit est un lieu de pluralité. Bien que la philosophie des Lumières invite à penser la démocratie comme l'affaire du jour, il se pourrait que la nuit soit propice aux expériences égalitaires. C'est que le clair-obscur rend difficile la comparaison qui suppose, selon Rousseau, une visibilité des corps et des manières. La nuit suspend alors, pour un temps, les jugements, la logique des préférences et le poids des inégalités sociales. Autant de conditions qui relèvent de ce que Michael Fossel nomme la loi de la nuit. La nuit démocratique suppose ainsi de s'abandonner pleinement à l'obscurité, de lâcher prise, de demeurer dans l'ignorance de la signification sociale des faits et gestes. Agissant ainsi, le corps nocturne se meut dans l'imprévisible. La différence fondamentale, c'est que la source de lumière, le jour, elle est unique. C'est le soleil, et on ne peut pas la regarder. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la regarder en face parce qu'elle nous brûlerait les yeux. Alors que les sources de lumière naturelles, je ne parle même pas ici des lumières artificielles, la nuit, on peut les observer, on peut les contempler, un ciel étoilé, ça se regarde, et ces sources sont multiples. Donc déjà, il y a dans la physionomie sensible de la nuit quelque chose qui évoque la démocratie, ce qu'il appelle justement une fête républicaine, Rousseau. C'est l'idée que les hommes, les femmes, les pauvres et les riches peuvent à chaque instant occuper le centre parce que le centre n'est nulle part. Et que donc, le rapport entre la nuit et l'égalité, ou la nuit et la démocratie, c'est que justement, dans la nuit, du fait même que les lumières sont surabondantes, que comme aurait dit Pasolini, il y a des lucioles qui sont des petits brins de lumière qui sont dispersés partout, finalement, il y a moins de centre, on est moins dans cette perception sensible de la hiérarchie, de l'idée qu'il faut tous communier autour du même Dieu ou du même artiste. Ce plaisir d'être ensemble par-delà les comparaisons sociales, Rousseau le nomme joie publique. Une émotion dont le peuple, dépourvu des moyens de se distinguer, détient l'exclusivité. Mais par-delà le nivellement social promis par les expériences nocturnes, la nuit, selon Michael Fossel,
égalise les hommes en altérant leur perception. La nuit, la beauté devient une qualité de notre regard, c'est-à-dire de ce que nous admettons des autres, leur exubérance, leur forme, je dirais, de marginalité, leur dinguerie même, qui fait que comme on y voit moins clair, au fond, la catégorie du jugement, la possibilité d'emblée de catégoriser les gens en gens normaux ou anormaux, est un peu mise à part, est un peu mise en suspens. Donc au fond, tous les gens sont beaux la nuit, ça veut dire que la nuit, on peut être à la recherche, on peut les trouver dans le meilleur des cas, des expériences de l'égalité heureuse. C'est-à-dire pas simplement des expériences où l'égalité est vécue comme une impossibilité pour nous de nous distinguer, d'affirmer notre hiérarchie et si possible notre supériorité sur les autres. En ce sens, il y a un fondement égalitaire à l'expérience nocturne, certainement, et on peut le vérifier historiquement. Finalement, la nuit égalitaire rassemble un peuple d'indulgents dont les yeux et le cœur ont renoncé à juger pour ne plus subir l'offense d'avoir à l'être. Ce peuple, dont on ne peut distinguer s'il s'agit d'une unité policée ou d'une foule désordonnée, se situe en permanence au bord de l'anarchie. Jacques Rancière s'adonne ainsi à décrire une expérience nocturne plus directement politique, tout autant égalitaire que chaotique. Cette expérience nocturne est celle des ouvriers parisiens du XXe siècle, la nuit des prolétaires. La différence entre le sérieux apparent de la politique et puis le divertissement bourgeois disparaissait, c'est-à-dire que la nuit des prolétaires, c'est la nuit dans laquelle ils faisaient l'expérience, dire entière, ces prolétaires, ces ouvriers, d'avoir plus droit aussi à plus d'une seule vie. C'est-à-dire de ne pas être enrégimentés dans un rythme de vie qui était celui que leur imposait l'usine, en l'occurrence le patronat et éventuellement la police. Donc cette expérience d'avoir plusieurs vies, c'est-à-dire au fond d'être un être de variation, et fondamentalement c'est quoi la nuit pour nous les êtres humains? C'est un principe de variation, c'est-à-dire que moi je ne pose pas la nuit et le jour comme la lumière, l'obscur ou comme le bien ou le mal. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes des animaux omnivores et aussi omnitemporels. Nous pouvons à la fois être des animaux de nuit et de jour. Ce qui est dommageable dans nos sociétés, c'est de perdre ce principe de variation, de penser que l'expérience s'arrête avec le coucher du soleil et qu'elle recommence avec son lever simplement parce que pour des impératifs sociaux, on est tenu d'en rester là. Toutefois, la logique égalitaire des expériences nocturnes et l'alternance du jour et de la nuit sont remises en cause par ce que Michael Fossel nomme la lumière blanche. Cette lumière artificielle, propre aux sociétés capitalistes contemporaines, est celle des néons, des centres commerciaux et des aéroports. Pur artefact, la lumière blanche institue un régime de veille forcée, où n'est valorisé que ce qui fonctionne en permanence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Marx rapproche cette captation de la nuit par le jour de l'exploitation capitaliste du travail des hommes pendant les 24 heures du jour. Pour le travailleur de nuit, aliéné aux impératifs de productivité, le coucher du soleil est devenu un non-événement. Pendant ce temps, la jeunesse dorée des grandes villes tire profit de la lumière blanche pour s'adonner à des expériences nocturnes festives, dans lesquelles le physionomiste, séparant le beau du laid à l'entrée du club, enfreint délibérément la loi de la nuit. Cette expérience-là n'a rien de spécifiquement nocturne, elle n'est jamais que la retraduction de ce qui est vécu quotidiennement, le luxe vécu quotidiennement appliqué à la nuit. Alors après, ce qui est intéressant dans la nuit, c'est le moment où elle permet des échappées hors de ce type de reproduction, c'est-à-dire hors de ce type de hiérarchie entre ceux qui ont le droit d'entrer dans la nuit et ceux qui doivent rester sur le seuil. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi la nuit permet souvent, même si peut-être dans nos capitales occidentales capitalisées, capitalistiques, contemporaines, c'est de plus en plus rare, mais néanmoins la nuit est une atmosphère, une forme de sensibilité où elle produit une forme de pénombre aussi qui permet à cette nuit égalitaire, à cette nuit démocratique ou à cette expérience démocratique de se propager. Il convient alors de distinguer l'expérience nocturne choisie de l'expérience nocturne contrainte. Pourtant, il demeure, selon Michael Fossel, quelque chose dans la nuit qui échappe à la critique sociale. La lumière blanche ne peut prétendre prolonger les logiques du jour, puisqu'une telle lumière n'existe sous le soleil. Cette lumière aveuglante s'avère tout autant infidèle à la nuit qu'au jour. Favorisant un espace de transparence totale, il devient impossible de lui échapper. La lumière blanche neutralise les singularités et la puissance de diversion de la nuit, si bien que rien d'inattendu ne peut advenir. Si on y réfléchit, cette lumière des néons, cette lumière blanche qui rend tout blanc et livide, elle n'existe pas le jour. C'est un pur artefact.
Autrement dit, c'est une lumière qui nous empêche de savoir, et quand on est dans une salle d'aéroport, on ne le sait pas, s'il fait jour dehors ou s'il fait nuit, c'est-à-dire qui nous empêche la variation. C'est-à-dire non pas simplement l'opposition binaire, obscurité totale ou pénombre, lumière totale, mais le clair-obscur, le coucher du soleil, son lever, etc. Tout ce qui fait que, et c'est pas pour rien, si même dans la mythologie révolutionnaire, on parle du grand soir ou de la nouvelle aube le lendemain, c'est-à-dire politiquement, en tout cas la politique un peu subversive, disons, de gauche, un peu révolutionnaire, c'est beaucoup plus intéressé au crépuscule, qui a le double sens d'ailleurs du moment où ça s'arrête, où le jour s'arrête, et du moment où le jour se lève, à l'aube et au grand soir. Parce que ce qui est intéressant et politiquement signifiant, c'est que nous sommes capables d'enjamber ces différences sensibles et ces différences perceptives. C'est un des signes de notre liberté, pour l'être humain, d'être capable de s'adapter aussi, d'adapter son regard et ses autres sens à ce qu'il perçoit la nuit. Donc moi, je verrais pas une opposition entre le jour et la nuit, encore moins entre les lumières et le romantisme, mais plutôt une tentative de synthèse entre ce qu'il peut y avoir de marginal dans l'expérience romantique, d'un peu obscur, d'un peu inquiétant, et ce qui par ailleurs est quand même le legs fondamental des Lumières, c'est-à-dire l'exigence égalitaire. Finalement, la lumière blanche se veut tout autant l'ennemi du travailleur qui revendique le droit de dormir que du noctambule qui tient à la liberté de sa veille. Se pose alors la question de savoir ce que l'avenir réserve à la nuit. Il faut parier, en tout cas je l'espère, sur le fait que nous pourrons continuer à décider qu'il fait nuit, c'est-à-dire ici métaphoriquement que nous ne vivons plus sous l'emprise de ces caméras, de ces vidéos, de ces regards surplombants de la société ou des autorités, et que la nuit, ça se provoque. Et je parlais tout à l'heure de nuit debout, mais parce que je ne pensais qu'à la France, mais il y a aujourd'hui des nuits en Iran, il y a des nuits qui sont en Chine. C'est d'ailleurs presque toujours dans ces mouvements de contestation, c'est la nuit qui est choisie, avec toujours cette idée que finalement là on peut encore se cacher, là on peut encore échapper à ces instruments de visibilité totale. C'est la nuit que se constituent les formes, je dirais, de remise en cause radicale de l'ordre établi. Alors il y a les nuits révolutionnaires, bon, elles ne sont pas à l'horizon dans nos contrées, qu'on le regrette ou pas. En revanche, il y a encore des nuits subversives, des nuits égalitaires qui peuvent être vécues, mais celles-là, par définition, on ne les voit pas, elles n'appartiennent pas à l'espace médiatique, elles ne sont pas promues par lui. Et de ce point de vue-là, il faut simplement que nous nous convainquions que nous ne sommes pas définitivement condamnés à vivre sous une lumière blanche. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait briller. J'ai tes gants de crin, je serre. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens.
so. We take a net on it, on this. On the schieven. Met de rug nog dag in ons, on the schieven. In haar leven. Oh, mijn liefjes. Nou, je meer nou, mijn liefjes. Ik kan over. Oh, vader. On décide qu'après tout, cette question « qui suis-je, moi qui veille ?» ou à cette question, eh bien, on n'aura pas de réponse. Ce n'est pas si grave, puisque nous sommes tellement tenus de nous définir. Et dans définir, il y a, comme le terme l'indique, le fait de dire ce qu'on est et ce qu'on ne pourra pas être, puisqu'on se finit soi-même, on se définit, on s'identifie, on se donne à soi-même une certaine forme de caractéristique. Le fait de ne pas pouvoir se définir, de ne pas savoir qui je suis, moi qui suis encore là, ça veut dire dans cette fête, mais ça veut dire aussi sous ce coucher de soleil, sous ce ciel étoilé, peu importe, après tout, le contenu des nuits, ce qui importe, c'est le fait de s'y laisser aller. Il y a le fait de ne pas répondre à cette question, de ne pas savoir, c'est une liberté, une libération par rapport à cette obsession identitaire, hein, qui suis-je, qu'est-ce que je suis, qui nous est aujourd'hui assignée. Merci à vous. Merci à vous.